Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce deuxième épisode consacré au télescope spatial James Webb, le télescope de nouvelle génération qui va être envoyé donc par la fusée Ariane 5. Finalement, ce sera samedi 25 décembre 2021 vers 13h20 heure française métropolitaine. Je serai en live sur la chaîne à partir de 11h45. N'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre. Je vous mets le lien sur le live ici et vous pouvez programmer en fait une petite notification. Alors ce sera le plein déjeuner de Noël pour beaucoup de familles. Je ne sais pas s'il y aura grand monde, mais voilà, cette année j'ai la disponibilité pour pouvoir le faire, donc je serai en live. Aujourd'hui je vous propose donc deuxième épisode. On va parler de son architecture révolutionnaire et de comprendre en quoi ce télescope est réellement unique, en quoi ce télescope surtout a été si complexe à mettre au point. Donc essayer de rentrer un petit peu justement dans certains éléments de compréhension de ce télescope. Cet épisode est bien sûr complémentaire avec les deux épisodes de Kevin de la chaîne Big Universe et puis mon premier épisode aussi, voilà 15 questions pour comprendre. Et puis je vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour un nouvel épisode encore, cette fois consacré à la façon dont le télescope James Webb va comprendre la lumière, comment voilà ces instruments et surtout comment il va interpréter la lumière. Vous allez voir, on va faire un petit peu d'optique, mais ça va être absolument passionnant. Alors tout de suite, on commence. Voilà, le télescope James Webb, une architecture révolutionnaire, et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors ce télescope James Webb, vous pouvez le voir là en vignette, comme vous l'avez compris, on est sur un télescope avec une architecture ouverte et avec vraiment deux parties dont on a déjà parlé, hein, vraiment une partie instrument orienté vers le Soleil et une partie finalement télescope proprement dit, cette fois du côté finalement du ciel et côté opposé. Alors pourquoi est-ce qu'on envoie un télescope spatial? Pourquoi est-ce qu'on envoie un télescope dans l'espace? Très clairement, vous le savez, la Terre est entourée d'une atmosphère, un petit rappel quand même, et cette atmosphère pose des vrais problèmes. Un premier problème, ça va être la pollution lumineuse. On a de moins en moins de zones finalement sur Terre où le ciel est vraiment parfaitement dégagé pour pouvoir observer les étoiles. Donc moi qui habite en métropole lilloise, je peux vous dire que c'est la catastrophe ici. Vous avez des zones de réserve de ciel étoilé, mais à l'architecture de télescopes vraiment géants pour faire de l'observation et de l'astronomie professionnelle, là ce sont des régions entières. Par exemple, tout le nord du Chili est une réserve étoilée où on y retrouve justement plusieurs observatoires professionnels, voilà, Las Campañas, la CIA, Tololo, le Very Large Telescope et le European Extremely Large Telescope bientôt. Donc là vous avez une petite idée justement de l'impact de la pollution lumineuse. Quand vous êtes dans ces zones-là, forcément c'est pas top pour observer le ciel correctement. Et en Belgique, là, Kevin, salut à toi, c'est la catastrophe. L'autre facteur, c'est ce qu'on appelle le seeing, c'est-à-dire la perte de ponctualité des étoiles, liées à toutes les turbulences de l'atmosphère, au jet stream, etc. Là aussi c'est très problématique. Voilà deux photos faites avec le même télescope mais dans des conditions différentes. Vous pouvez voir que c'est du tout au tout, et quand on met un télescope, quand on met plusieurs milliards de dollars dans un télescope, on ne peut pas se permettre. Et on a un autre phénomène qui s'appelle la réfraction atmosphérique. À mesure qu'on est en train de viser quelque chose de très bas, eh bien on a un phénomène de séparation des couleurs, et on le voit très bien ici sur Saturne. Donc l'atmosphère en fait agit tout simplement comme un prisme. On a ce phénomène là aussi, la diffusion de Rayleigh, c'est-à-dire l'absorption donc de la lumière en fonction de la longueur d'onde, à commencer par le bleu. C'est pour ça que le soleil est rouge quand il se couche, et il faut bien comprendre que finalement l'atmosphère bien n'est pas strictement transparente. En ultraviolet, elle est très opaque en réalité. Après, il y a les UVA, UVB, mais sinon, vraiment, dans l'ultraviolet profond, elle est très opaque, heureusement, parce que sinon, on mourrait. Et puis, dans l'infrarouge, eh bien, on a certaines gammes de longueur d'onde où elle est très opaque également. Et ça, c'est problématique quand on veut justement observer aux confins de l'univers. Donc voilà la raison pour laquelle on a construit le James Webb, et donc il doit être envoyé le 25 décembre. Ce télescope fait 22 mètres de long, 12 mètres de large, 6,2 tonnes. Il est quasiment 2 fois plus léger que le télescope Hubble. C'est un
télescope pris de chez Chrétien de 6,50 m de diamètre, c'est absolument colossal. Première fois qu'on va envoyer un télescope aussi gros dans l'espace, avec une focale de 131 mètres et un rapport focal sur diamètre à f20. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça correspond finalement au bague de diaphragme de votre objectif d'appareil photo. Et il est nécessaire d'avoir un rapport focal sur diamètre élevé pour pouvoir mettre plusieurs capteurs dans l'image suivante et sur l'image finale, plusieurs instruments. On va en parler dans l'épisode prochain. Et c'est vital si vous voulez avoir une image vraiment propre et nickel. Donc voilà, mais on s'apercevra que Hubble était à f24, donc on a fait encore un peu des progrès là-dessus. Et au niveau des longueurs d'onde, eh bien ces domaines d'observation, ça c'est très important. 600 nanomètres, ça correspond à de l'orange. Voilà, le vert est à 500 plutôt, la limite du violet 380, voilà, violet ultraviolet on est à 380 et on est à 700 pour la limite entre le rouge et l'infrarouge à peu près, et donc on va aller bien plus loin dans l'infrarouge à 28 000 nanomètres, donc 28 micromètres. Donc là on est sur l'infrarouge moyen, donc on va pouvoir aller chercher des choses. Ça c'est ce qu'on verra vraiment dans l'épisode prochain. Vous verrez, ce sera vraiment intéressant. Et concernant son orbite, on sera sur le point de Lagrange L2. On va expliquer justement pourquoi est-ce qu'on envoie un télescope là-bas. Donc pour vous donner un peu une idée avec des objets du quotidien, je n'ai pas de Pierre Chabrier pour unité de mesure sur la chaîne Astro. Coucou les Villebrequins. Non, on compare avec une motrice TGV. Donc là vous avez Hubble. Donc par rapport à une motrice TGV, voilà, on est sur à peu près 14 mètres de long, je crois, de mémoire. Je ne sais plus trop bien ce qu'on avait dit pour Hubble. Là, voilà, on est à 22 mètres de long. C'est à peu près la longueur d'une motrice TGV, tout simplement. Et en hauteur, on est largement plus haut. Une motrice TGV fait 4 mètres de haut, à peu près. Voilà un peu pour vous donner l'ordre d'idée un peu en termes de dimension. Alors, être dans l'espace, ça pose un certain nombre de difficultés, un certain nombre de contraintes Hubble n'a pas été le premier télescope spatial et au fur et à mesure, on s'améliore là-dessus. Une des difficultés, c'est de se repérer dans l'espace. Une autre difficulté, c'est d'arriver à se stabiliser. Donc Hubble va se stabiliser et viser donc déjà avec 3 viseurs d'étoiles, des magnétomètres, des paires de gyroscopes, et puis ensuite des roues de réaction qui tournent à toute vitesse, des magnétocoupleurs pour pouvoir redésaturer ces volants d'inertie justement, et puis au final, bon, il était protégé contre le soleil par une porte qui se fermait, et puis globalement sa surface. Mais ça posait un véritable problème au niveau du refroidissement aussi. Alors concernant le James Webb, ça va être un petit peu nouveau. Alors, la protection contre le soleil, c'est 5 bâches là de protection passive ici. Alors ces bâches sont parallèles, on m'a posé la question, et en fait, comme elles ne sont pas strictement orthogonales au soleil, mais elles sont plutôt comme ça, et bien en fait, à un moment donné, ça va s'échapper sur les bords. Alors, se repérer, on va utiliser des viseurs d'étoiles et des gyroscopes, et puis ensuite on aura les Fine Guidance Sensors pour vraiment pouvoir avoir un guidage fin. Et donc ça se passe dans ce module-là. C'est un module qui hérite du télescope Spitzer notamment. Et ensuite, pour se stabiliser, on va utiliser des roues de réaction. Donc là, c'est des volants d'inertie qui tournent à toute vitesse. On a des propulseurs orbitaux, on les voit là. Et ces propulseurs orbitaux vont être nécessaires parce qu'on va tourner comme ça, un peu autour du point de Lagrange. Il n'y a pas de stricte stabilité sur le point de Lagrange, il faut le comprendre. Et puis justement, pour vider à un moment donné les roues de réaction quand elles sont saturées, quand elles tournent trop vite. À un moment donné, il y a une limite de vitesse forcément, et il y a un phénomène de bras de levier qui va être réalisé avec cet élément-là, qui sera mobile et qui va permettre justement par jeu d'action-réaction finalement, de jouer aussi un peu sur le cabrage. Et puis un miroir mobile, on va le voir, il est situé ici, et qui va aider justement à une stabilisation ultra fine. Alors le télescope spatial Hubble était situé sur une orbite à 600 km d'altitude, ça a été l'altitude maximum à laquelle se sont rendues les navettes spatiales américaines. Ça posait un véritable problème. Alors on a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on est proche du champ magnétique terrestre, donc on pouvait, avec les magnétocoupleurs, se coupler dessus et s'accrocher un petit peu dessus pour pouvoir vider les roues de réaction. L'énorme inconvénient, c'est que quand on veut cibler une cible qui n'est pas tout en haut, tout en bas, par rapport à l'orbite, hein, bien évidemment, et bien à un moment donné, on va se retrouver masqué par la Terre. Donc on était sur des temps de pause maximum de 30 minutes. On faisait un tour en 90 minutes, mais le temps de se reviser, machin, etc. Donc là, ça posait un véritable problème pour Hubble, et avec le James Webb, on veut pouvoir se permettre des temps de pause beaucoup plus longs, notamment pour faire de la spectro et des choses comme ça. Donc on va en parler aussi dans l'épisode suivant.
Donc justement, le télescope James Webb est situé sur le point de Lagrange. Il est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Mes excuses sur l'épisode précédent, j'avais dit 1,5 milliard. Et c'est là où on va comprendre une grosse limite au niveau des zones observables. En fait, le James Webb est obligé de braquer son écran solaire à direction du Soleil, de la Lune et de la Terre. Et donc ce qui fait qu'à un instant T donné, eh bien en fait il a simplement voilà, un tore autour de lui qui peut être visé. Ce qui signifie que bien pour une même zone, eh bien elles ne sont pas forcément toujours observables, et en fonction justement de la zone visée, eh bien on va se retrouver avec 50 jours jusqu'à 365 jours qui peuvent être visés dans l'année. Donc c'est ce que vous retrouvez dans cette courbe-là. Après, il y a des notions d'observation discontinue. Bon, là je ne sais pas trop vous l'expliquer, mais en tout cas, voilà pour vous dire, le James Webb ne va pas remplacer strictement Hubble. Ça, c'est très important de le dire. Pourquoi? Parce que quand on va détecter un sursaut justement gravitationnel avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles, on va vouloir braquer les télescopes spatiaux, mais le James Webb ne sera pas forcément strictement en mesure de pouvoir aller braquer cette zone-là. Voilà, à peu près pour vous dire. Donc, observation discontinue, peut-être qu'on peut se permettre de se braquer un peu plus, quelque chose comme ça, enfin, à voir. Donc voilà pour vous donner une petite animation. Alors c'est des animations qu'on retrouve sur des sites comme ceux du James Webb. Voilà un petit peu l'orbite que va décrire justement le James Webb autour finalement du Soleil et en volant de façon un peu synchronisée avec la Terre. Donc une animation qui nous permet de comprendre un petit peu voilà un peu mieux justement ces critères d'orientation du James Webb vis-à-vis des étoiles. Le télescope spatial Hubble était un télescope fermé. Alors c'est plus simple à fabriquer, très clairement, puisqu'on va faire une structure tubulaire, on va tout assembler, et au moins on est à peu près bon pour le réglage. Avec le James Webb, si on veut augmenter en diamètre, eh bien là on va être obligé de faire une structure démontable. Les structures démontables, j'ai un petit peu l'habitude. Là-dedans par exemple, vous avez un télescope de 300 mm de diamètre. Et il est démontable, on utilisera des tubes de carbone pour placer la cage du secondaire en face de la cage du primaire. Donc ça, c'était mon premier télescope, ce qu'on appelle un télescope Strock, inventé par un Français qui s'appelle Pierre Strock. Ce sont des télescopes de voyage démontables. À côté de moi se trouve le Photostrock. C'est ma petite invention, c'est mon bébé, c'est mon petit chéri, entre guillemets, toute proportion gardée bien sûr. Et donc ce télescope-là est intégralement démontable, mais cette fois avec 3 cages, avec une cage intermédiaire ici et avec une monture en fer à cheval, et je peux faire donc de la photo du ciel profond ou de la photo planétaire avec cet instrument. Et donc effectivement, quand on va commencer à augmenter la dimension d'un télescope, eh bien si j'augmente son diamètre par 2, eh bien le volume global de l'instrument va être multiplié par 8. Le télescope spatial Hubble était conçu pour tenir dans la soute de la navette spatiale américaine. Le contrainte avec le télescope James Webb, c'est de trouver un lanceur suffisamment grand. Et au moment où le projet a été lancé, eh bien la coiffe la plus grande, c'était celle de la fusée Ariane 5. Et il reste 18 cm d'écart entre le télescope et la coiffe. Donc si on veut pouvoir augmenter la dimension de notre télescope, et bien évidemment plus il est grand, plus il permet de capter de lumière, plus il permet d'avoir un pouvoir séparateur, donc une capacité à distinguer des fins détails supérieures, eh bien on est obligé de faire un télescope démontable. Et là, ils ont été poussés la chose très loin, parce que moi, mes télescopes, j'ai un miroir monolithique. Là, c'est carrément un miroir en 18 segments. Donc voilà la forme d'un télescope standard tel que vous le trouvez. Donc là, ici, par exemple, un télescope de type Ritchey-Chrétien, puisqu'on est sur des télescopes Ritchey-Chrétien. Un miroir primaire, donc hyperbolique concave. Un miroir secondaire hyperbolique convexe. Et l'image va se retrouver à l'arrière de l'instrument. Et donc là, un exemple avec un télescope. C'est GSO qui fabrique ça, par exemple. Et ça existe donc des télescopes Ritchey-Chrétien comme ça. Avec le James Webb, on va essayer aussi de miniaturiser un petit peu sa longueur. Ça pose un petit problème parce que sinon c'est les dimensions de la bâche qui vont commencer à poser encore plus de problèmes. Elle a été très très complexe à mettre au point, elle s'est même déchirée pendant les essais, etc. Et bien donc là, on va utiliser 2 miroirs supplémentaires, ça va permettre
voilà, de traiter la lumière différemment, même s'il y a un point apparemment voilà, un point focal qui se situe ici. Mais néanmoins, voilà, on est sur une structure de télescope, donc qui va être une structure de télescope ouverte. Donc voilà un petit peu ce que ça donne de faire rentrer le télescope dans la coiffe d'Ariane 5. Donc là encore une animation que vous pouvez trouver sur internet, vous avez tous les liens dans la description. Et là vous avez effectivement l'idée de plier le miroir primaire, de ramener le miroir secondaire par devant. Et toute la bâche et toute la partie de fonction support vient se mettre par devant l'instrument. Et donc vraiment on comprend qu'on a un instrument qui tient vraiment au poil dans la coiffe de la fusée Ariane 5. Et donc avec une fusée comme la Starship donc de SpaceX, on pourrait envisager dans les années à venir des télescopes spatiaux encore plus grands. Mais en tout cas le concept est là et je pense qu'on pourra difficilement faire vraiment mieux que ça. Là on voit déjà que le télescope, la partie optique occupe vraiment, et puis la partie instrument qui est derrière, occupe vraiment la majeure partie finalement de la dimension de la charge utile. Alors justement, une des difficultés après ça, ça va être d'aligner ces miroirs. Avec un télescope industriel, un télescope du commerce, vous allez faire une opération, ce qu'on appelle de collimation, d'alignement des miroirs. Vous avez juste 2 miroirs à aligner, c'est quelque chose qui fait peur quand on débute. En réalité, c'est pas si compliqué que ça. Mais avec le James Webb, vous allez voir, c'est quand même un petit peu plus complexe. Donc voilà, vous avez une petite animation là qui nous montre justement de quoi il en ressort. Donc chacun des miroirs est mobile individuellement, chacune des parties de ce miroir primaire a 18 parties. Vous voyez qu'on a une structure alvéolaire plus des supports avec justement des degrés de liberté. Et c'est cet ensemble-là qui va pouvoir justement être mobile. Et on va venir pouvoir aligner chacun des miroirs individuellement. Ces opérations de collimation seront refaites régulièrement sur l'instrument parce qu'il pourrait jouer aussi pour des questions finalement de contraintes thermiques. Donc en fait, chacune des portions du miroir va former une image aérienne individuelle. Voilà, vous avez plein de petits points qui correspondraient à la même étoile. Et on va venir les ramener individuellement sur le plan focal de l'instrument et finalement pour former l'image finale. Et une fois qu'ils sont tous parfaitement alignés, et bien là, à ce moment-là, on a une seule et unique étoile qui correspond à tout le monde. Et donc justement, avec ce travail-là, on peut avoir une image de meilleure qualité. Voilà, et au fur et à mesure, on va venir affiner ça. C'est une opération qui mettra plusieurs semaines la première fois. Alors ces miroirs, effectivement, parlons-en, on est sur des miroirs, donc, si je ne me trompe pas, qui sont fabriqués en beryllium. Donc on est, si je comprends bien, c'est aussi un métal spécifique. En tout cas, on est sur quelque chose de plus résistant que l'acier, mais beaucoup plus léger. On est plus léger que de l'aluminium. Et ça permet de faire des miroirs extrêmement minces, extrêmement fins, extrêmement légers. Et ils sont recouverts d'or, parce que l'or, on voit beaucoup mieux les infrarouges que l'aluminium. Alors une des difficultés de la conception de ce miroir, c'est qu'en réalité, il y a 18 miroirs à fabriquer, tous avec une qualité parfaite. La forme doit être précise de l'ordre de 20 nanomètres près, on est quelque chose de complètement dingue. Donc en fait, on a 6 miroirs qui sont les miroirs A, qui ont déjà une première forme. On n'est pas sur des miroirs sphériques, donc ils ne sont pas tous identiques en fait. Ensuite, on a 6 miroirs B, et enfin 6 miroirs C, ils ne sont pas tous identiques. Et au final, voilà, les C sont tous identiques entre eux, bien sûr, mais vous m'avez compris. Donc il aura fallu fabriquer tous ces miroirs, tous les contrôler individuellement pour pouvoir faire cette structure. Mais on a quand même un phénomène de mini-série, justement, dans la réalisation de ce miroir global. Le miroir secondaire est un miroir secondaire hyperbolique de 74 cm de diamètre, cette fois en un seul bloc. Un miroir tertiaire donc va venir renvoyer la lumière vers l'avant, vers le fine steering mirror, qui va servir justement à une stabilisation affinée de l'image. Et donc pour comprendre un petit peu l'ensemble, voilà un peu ce que donne le cheminement de la lumière donc sur notre télescope spatial James Webb. La lumière arrive sous la forme de rayons qu'on va considérer bien évidemment comme parallèles sur le miroir primaire. Elle rebondit vers le miroir secondaire, revient vers le miroir tertiaire et ensuite vers le fine steering mirror pour aller ensuite vers les instruments. Et vous voyez qu'on avait un plan focal qui était situé ici. Voilà. Donc avec ce système-là, on arrive à stabiliser parfaitement l'image, justement, sans détériorer l'image non plus. On n'est pas sur les systèmes de stabilisation que l'on a sur des objectifs d'appareils photo numériques qui induisent toujours un petit peu d'aberration. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter les objectifs stabilisés quand on fait de l'astronomie.
Voilà, donc l'ensemble va tenir dans la coiffe de la fusée Ariane 5, va être lancé donc le 25 décembre, et je vous donne rendez-vous à partir de 11h45 pour le live, à moins qu'il ne soit reporté, mais vous avez le lien. Vous pouvez aller consulter le premier épisode, vous aurez donc un troisième épisode qui va sortir bientôt sur voilà, comment il va interpréter, comment il va deviner les images. Vous allez voir, c'est assez passionnant, mais il y avait tellement de choses à faire que je préfère faire des épisodes un petit peu plus courts. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis une chaîne YouTube consacré à la pratique de l'astronomie amateur, mais on va s'intéresser aussi aux observatoires professionnels. C'est quand même assez intéressant de comprendre. Voilà, et donc vous avez les épisodes de Kevin et mon autre épisode, et surtout mon épisode aussi sur le télescope Hubble, donc disponible sur la chaîne. Allez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.